Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'infos en deux parties sur Public Sénat, le journal des territoires dans un instant, suivi du Club de la Presse, puis après la météo de 8h, l'invité politique de Territoire d'Info, Annie Genevard, qui est secrétaire générale des Républicains, la nouvelle secrétaire générale des Républicains et qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Tout de suite, je vous retrouve pour le JT des territoires dans un instant. À tout de suite. On commence ce journal avec plusieurs syndicats et collectifs de VTC qui appellent l'ensemble des chauffeurs à une grève illimitée à partir du 17 février pour réclamer la mise en œuvre d'un tarif minimum dans la profession. Des explications avec Héloïse Grégoire pour Public Sénat. Gare du Nord, à Paris, Fabien tracte sans relâche. Depuis près de 2 ans, il est chauffeur de VTC. Il a sa propre clientèle, même si de temps en temps, il travaille pour des applications. Ce matin, il tente de convaincre ses collègues de faire grève avec lui samedi prochain. Il faut vraiment être là. Donc si tu veux plus te lever pour 4,50 €, ok, allez, bonne journée, au revoir. Le nerf de la guerre est l'installation d'une tarification minimum par heure. Nous demandons une tarification minimum, 10 € net chauffeur. Parce qu'actuellement, les applis, les courses minimum, ça tourne autour de 4,50 € à peu près. Sans cette tarification minimum, la plupart des applications de VTC optent pour une guerre des prix et la loi du moins cher. C'est l'anarchie et on tend à ce que la profession vraiment se paupérise avec ce genre de tarifs. Pour ce chauffeur de VTC, le constat est le même, la profession est à bout de souffle. Il y a des chauffeurs qui dorment sur le volant, c'est pas qu'ils ne maîtrisent pas le volant, c'est qu'ils s'épuisent parce qu'ils ont des crédits, le prix du gasoil. Aujourd'hui, est à 1,50 €. Il a augmenté de 7,6 centimes d'euros. C'est plus possible de continuer comme ça. Depuis l'application de la loi Grand-Guillaume qui régule le secteur, un chauffeur de VTC doit posséder cette carte. Mais il y a encore quelques temps, un simple statut loti suffisait pour travailler avec les différentes plateformes. Maintenant, on a entre guillemets que des professionnels, des gens qui ont soit une expérience professionnelle depuis d'un an, soit un examen. Ils ont dû passer un examen. Voilà un peu la différence. Il y a moins de chauffeurs, on peut dire oui, il y a moins de chauffeurs sur la route, mais tout ça n'est pas une fin en soi. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. La ministre des Transports avait annoncé le 8 décembre dernier le lancement d'une mission sur la régulation du secteur. Selon l'Union des VTC, il n'y a eu aucune avancée significative depuis. Fabien espère que cette fois-ci, le gouvernement entendra leurs revendications. Et si le bois et la forêt se mettaient au service de votre santé? Zoom sur un programme intitulé Territoire d'innovation de grande ambition lancé par l'État. Une centaine de candidats au départ et aujourd'hui seulement 20 projets retenus sur la France entière, dont celui porté par la métropole du Grand Nancy en lien avec la communauté d'agglomération d'Épinal et plus de 70 autres partenaires public et privé. L'idée étant de mettre en place un nouveau modèle économique qui s'appuierait sur le bois et la forêt, le développement durable et la nature au service de la santé. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Une valse de signatures à Épinal pour valider le lancement d'un projet d'envergure, celui qui verra peut-être, à moyen terme, l'investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros dans le sud de la Lorraine et dans le département des Vosges notamment. Un programme intitulé Territoire d'innovation de grande ambition, lancé par l'État. Une centaine de candidats au départ et aujourd'hui seulement 20 projets retenus sur la France entière, dont celui porté par la métropole du Grand Nancy, en lien avec la communauté d'agglomération d'Épinal et plus de 70 autres partenaires publics et privés. L'idée étant de mettre en place un nouveau modèle économique qui s'appuierait sur le bois, la forêt, le développement durable et la nature au service de la santé. Regrouper les talents autour des atouts naturels du territoire.
C'est une alliance, l'alliance basée sur le respect, sur la découverte, sur des contrats et non pas sur une hiérarchie. C'est pas parce qu'on est une grande ville qu'on est plus puissant que les autres, quelquefois au contraire. Et moi, ma dimension humaniste de républicain, je suis très fier d'avoir pu aider à rassembler tous ces talents et tous ces projets. C'est vrai, c'est tout le sud lorrain, hein, toutes les communautés de communes, que ce soit Neufchâteau, Mirecourt, le Toulois, la communauté d'agglomération de Saint-Dié, celle d'Épinal, mais aussi c'est tout le système universitaire hein, qui est fortement impliqué, et puis le domaine industriel qui est représenté par Yves Bailly aujourd'hui et qui est aussi bien sûr très prégnant dans un projet comme celui-là. Yves Bailly, le PDG de Norske Skog Golbey, la plus importante papeterie d'Europe, déjà partie prenante de la Green Valley à Épinal et forcément partenaire de ce projet intitulé Des hommes et des arbres, les racines de demain. On parle d'environnement, de santé, d'économie, mais on parle d'emploi aussi. On n'est pas philanthrope, hein. Le but c'est de développer des projets qui in fine sont transformés en emploi pour le territoire. Hein. C'est pour ça qu'on est là, hein, pour développer économiquement notre territoire, donc créer de l'emploi. Le projet sur le papier est effectivement intéressant, mais la route est encore longue. Tout au long de l'année 2018, il sera travaillé, peaufiné, financièrement estimé. En 2019, il fera peut-être partie des 10 derniers sélectionnés par l'État et la Caisse des dépôts. Viendra ensuite, entre 2020 et 2030, la concrétisation des différents axes de développement sur les territoires concernés. Une école pour les femmes à Antony. Comment trouver un emploi lorsqu'on ne maîtrise pas la langue du pays ? Dans les Hauts-de-Seine, l'école française des femmes dispense des cours de français, mais aussi de culture générale ou d'informatique. Ces structures sont ouvertes à toutes les femmes du département de tous âges, conditions sociales et culturelles confondues. L'objectif est de les aider à mieux s'intégrer pour un meilleur accès au marché de l'emploi. Reportage à Antony de Sébastien Côté de Via Grand Paris, notre chaîne partenaire. Choisissez des métiers qui vous plaisent, qui vous donnent envie. Aujourd'hui, ces femmes suivent un atelier d'accompagnement professionnel. L'objectif est de comprendre les démarches pour accéder à l'emploi. Nabia souhaite devenir assistante maternelle. Qu'est-ce qu'il m'a donné ici, les formations? Il m'a donné que j'ai des capacités de faire garde d'enfant plus qu'un autre métier. Anan ambitionne de passer un CAP petite enfance. Justement, on suit cette formation chaque lundi après-midi pour nous aider à mieux comprendre ce que ça veut dire d'avoir une formation. L'école des femmes d'Antony accueille 60 élèves. Elle propose 24 heures de cours par semaine. Au programme, ateliers de culture générale ou d'informatique, mais aussi et surtout de français. Dans la salle voisine, Maryse Désert dispense un cours pour débutants. La certitude, non ? Préciser. Voilà, ça sert à préciser. Maîtriser les fondamentaux avant de postuler sur le marché du travail. L'enjeu ici est de gagner en autonomie dans la vie quotidienne. Ça leur permettra évidemment de comprendre certains discours, à condition qu'on utilise un langage standard, par exemple, et que la personne parle clairement. Ouverte en janvier 2017, l'école des femmes d'Antony est la 4e antenne créée dans les Hauts-de-Seine. Le cursus se déroule de 2 à 4 ans. Chaque élève peut quitter l'école à tout moment si elle trouve un emploi. Construire sa vie professionnelle, une étape indispensable pour s'intégrer socialement. C'est vraiment des espaces éducatifs au service de l'émancipation de la femme défavorisée qui habite dans des quartiers qui ne sont pas favorisés, qui sont plutôt précarisés. Agnès Bauer est une ancienne élève de l'école des femmes. Cette Polonaise est aujourd'hui professeure à Fontenay-aux-Roses. Ça me donnait beaucoup de confiance en moi, oui, que je peux travailler ici en France comme une personne étrangère qui ne parle pas français parfaitement. En fin d'année, ces femmes peuvent passer un diplôme d'études de langue française délivré par le ministère de l'Éducation nationale. En 2017, 33 élèves l'ont obtenu. On parle souvent de la loi littorale et de notre littoral dans ce journal. Allier les enjeux de la transition énergétique et ceux de la loi littorale, c'est l'enjeu de la mobilisation des présidents du parc naturel du Golfe du Morbihan et de Morbihan Énergie. Ils ont identifié 3 sites pour accueillir des centrales photovoltaïques, mais la loi littorale les bloque. Ils veulent une évolution de cette loi. Fanny Coconier pour TBO, Télé Bretagne Sud.
Une partie de l'exploitation de cette carrière de sarzeau cessera en novembre prochain. 10 hectares de ces terres deviendront disponibles. Le maire de la commune et le syndicat Morbihan Énergie souhaiteraient y implanter une centrale photovoltaïque comme sur 2 autres sites proches. Nous avons des sites qui répondent totalement à la possibilité d'installer du photovoltaïque au sol. Les sites qui nous intéressent nous permettraient de couvrir 1/3 de la consommation de la ville de Sarzeau. Et Bonervaux, donc qui est sur Tex-Noyalo, nous permettrait d'avoir 20% de la couverture. Aujourd'hui, sur le périmètre du parc naturel régional, l'énergie verte produite localement ne représente que 3% de la consommation du territoire. La loi vise un objectif de 23% en 2020, mais la tâche se complique pour les communes soumises à la loi littorale. Elle est essentielle dans la vie de tous les jours, dans la protection de nos paysages, mais elle ne permet pas d'assurer les objectifs de transition énergétique du pays. Et la loi littorale date de 1986, c'était pas un sujet à l'époque, ça l'est aujourd'hui, donc on demande simplement à ce qu'il y ait une modification pour permettre dans des terrains qui ne soient pas agricoles, qui n'aient pas d'autres utilisations possibles comme ceci, eh bien de pouvoir les aménager, quand bien même on est en discontinuité avec l'urbanisation, ce qui est le sujet qui est posé. Jobran et David Lapartien veulent convaincre les parlementaires de s'emparer du sujet et de faire en sorte de modifier cette loi vieille de 30 ans. Ça a déjà eu lieu avec succès pour les éoliennes, puisqu'en 2015, la loi a été modifiée pour autoriser les éoliennes sur les communes littorales à moins d'1 kilomètre du rivage, puisque les tribunaux avaient estimé qu'une éolienne était une urbanisation. Donc l'idée peut-être est de, au bout de plus de 30 ans d'application de cette loi, de la remettre en chantier, de la remettre en discussion et de voir dans quelle mesure des projets dont l'intérêt général est évident ne pourraient pas trouver leur place aussi sur une commune littorale. Une proposition de loi relative au développement des territoires littoraux est en ce moment entre les mains de l'Assemblée nationale. Voilà, 2 chaînes partenaires, TBO et TB Sud, que préside Hubert Coudurier, qui est sur notre plateau pour le Club de la Presse. Dans un instant, il paraît que l'on peut en être fou. Immersion pour finir ce journal dans l'atelier de Fabrice Dumay, maître chocolatier vosgien installé à Metz. Entre 20 et 25 tonnes de chocolat sortent de son atelier chaque année. Depuis 3 ans, cet artisan a mis au point une pâte à tartiner artisanale, produit phare de la fête des amoureux, qui était hier. Kim Hammerschmidt pour Mirabel TV. S'il est un jour de l'année où l'on offre le plus de chocolat, c'est sans aucun doute le 14 février. La fête des amoureux. C'est 4% du chiffre d'affaires de ce maître chocolatier qui produit en moyenne 300 kg de chocolat à cette occasion. Cette année, la nouveauté pourrait bien venir des pâtes à tartiner. Celle de Fabrice est un savant mélange à base de noisettes du Piémont, de cacao et de lait de soja conçu il y a 3 ans. Alors 25 € le kilo certes, mais la qualité des matières premières n'a pas de prix. Nous, on travaille de la noisette du Piémont IGP, c'est la Rolls des noisettes. On travaille de la Mirabelle de Lorraine en AOR. On travaille vraiment des origines de chocolat très très recherchées, comme le Chihuahua. C'est un chocolat qui vient du Venezuela, très rare chocolat, mais aussi des chocolats plutôt sauvages, comme le Java, des chocolats de Bolivie qui sont très très rares. On essaye de faire avancer à notre petit niveau, en fait, la qualité et l'excellence du chocolat. Pour ce Vosgien qui a quitté le sud de la France pour s'installer à son compte ici en Moselle, le chocolat artisanal n'est pas qu'une passion. Il est aussi un devoir de transmission. Pour encourager les plus jeunes à changer leur mode de consommation, il élabore des tablettes de chocolat à 3 € l'unité. La prise de conscience s'opère peu à peu, de quoi susciter l'admiration du territoire. C'est un ambassadeur et nous devons avoir une grande admiration et surtout consommer du produit mosellan, créé, imaginé, réalisé par des Mosellans. Au total, Fabrice produit entre 20 et 25 tonnes de chocolat par an et 3 tonnes de chardon lorrain. Le chardon, c'est l'autre produit phare de ce chocolatier. Spécialité lorraine enrobée de chocolat avec un cœur d'eau de vie à la Mirabelle. Elle possède tous les atouts pour séduire les papilles de votre moitié, quel que soit le jour de l'année. Voilà, le JT des territoires préparé par Soumaya Beanaïssa continue. L'actualité ce matin avec les unes de la presse quotidienne régionale. Dans un instant, à tout de suite. On démarre évidemment avec le baccalauréat et c'est la une de La Voix du Nord dont la rédaction est dirigée par Patrick Jankelevitch, directeur de la rédaction Pierre Mauchamp. Ce matin, un nouveau bac en 2021, 4 épreuves, un grand oral et du contrôle continu. C'est également la une de Ouest France en 2021. Le bac fera
peau neuve. Et puis pour le journal du Centre, c'est le service national universel dans le flou, avec un dessin amusant humoristique à la une de ce quotidien régional appartenant au groupe Centre France, dont les rédactions sont coordonnées par Olivier Bonichon. Pour le courrier Picard, c'est le fait divers, l'affaire Maëlys Laveu, c'est l'horreur. Le principal suspect du meurtre de Maëlys en août en Isère, Nordal Lelandais, a reconnu hier avoir tué la petite fille involontairement, dit-il. Pour la Nouvelle République, le Landais avoue, les restes de Maëlys sont retrouvés. Et puis pour Sud-Ouest, affaire Maëlys, enfin des aveux. Il faut noter par ailleurs que Norman Lelandais est aussi mis en examen pour la mort du caporal Noyer. Pour la Dépêche, c'est le Landais qui avoue le meurtre de Maëlys après 6 mois de silence. Et pour le Midi Libre, dirigé par Philippe Palatte, c'est l'affaire Maëlys également, le cruel dénouement qui est à la une du grand quotidien de Montpellier et sa région. Pour Nice Matin, dirigé par Denis Caro, il avoue avoir tué Maëlys par accident. Toujours Norman Lelandais. Et puis également, il nie être l'auteur du casse de Nice. C'est Jacques Cassandri, autoproclamé le cerveau du casse de Nice, qui a affirmé hier à Marseille ne pas être l'auteur du vol de la Société Générale qui date de 1976. Un incroyable rebondissement malgré son livre, ses aveux et une fortune totalement inexpliquée. C'est à la une de Nice Matin aujourd'hui. Et puis pour le Petit Bleu d'Agen, c'est le Lot-et-Garonne en alerte rougeole. L'épidémie de rougeole frappe la Nouvelle-Aquitaine plus qu'ailleurs. 5 cas sont déjà recensés en Lot-et-Garonne, un département où le taux de vaccination est de 72% alors qu'il devrait être de 95%. Le point avec un médecin de l'Agence régionale de santé dans le Petit Bleu d'Agen. Évidemment, si vous êtes intéressé par ces articles, vous pouvez les retrouver sur les sites internet de la presse quotidienne régionale. Ils sont fort bien faits, je vous encourage à y aller. Club de la presse ce matin avec Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme et président de TBO et de TB Sud. On a vu un sujet. Bonjour. Hubert Coudurier, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et puis mon ami Jérôme Cordelier du Point. Bonjour Jérôme, merci d'être là ce matin. Merci. Et on va parler avec vous de Jean-Michel Blanquer, qui est à la une du Point. Vous intitulez cette une « Le vice-président ». On y reviendra dans un instant. Hubert Coudurier, dans votre édito du Télégramme, vous écrivez ce matin que l'on assiste à une américanisation de la vie politique française, au risque d'importer tous les travers, vous écrivez, qui sévissent outre-Atlantique. Votre éditorial s'inscrit évidemment sur fond d'accusations qui visent les hommes politiques, des ministres, à propos de plaintes déposées contre eux dans la foulée de l'affaire Weinstein. Vous écrivez « Les politiques ne sont plus épargnés, seuls les faits et leurs appréciations par la justice doivent compter ». Vous avez vu aux États-Unis, là, encore tout récemment, le secrétaire général de la Maison-Blanche, Rod Porter, qui avait d'ailleurs une liaison avec la directrice de la communication, qui a dû démissionner pour violence conjugale après les plaintes déposées par ses ex-épouses. Il a été défendu dans un premier temps par le président Trump, et puis finalement Trump a fait machine arrière parce que lui-même n'est pas exempt d'accusations. Cette américanisation nous a gagné progressivement. En France, il y avait un respect de la vie privée des hommes politiques qui a longtemps perduré et qui s'est arrêté brutalement avec l'affaire DSK, la plus spectaculaire évidemment, qui ne se serait peut-être pas passé de la même manière en France, puis à un degré moindre évidemment pour Nicolas Sarkozy, quitté par sa femme au début du quinquennat, François Hollande avec son casque rue du Cirque, enfin bon. Aujourd'hui, on est passé des affaires de la fin du quinquennat mitterrandien. Moi, je me souviens des vœux à la presse de Mitterrand à la fin de son deuxième quinquennat, disant aux journalistes « Vous avez instillé la défiance contre les hommes politiques, ça se retournera contre vous ». Et vous dites qu'Emmanuel Macron s'inspire beaucoup de François Mitterrand, pas que dans ce domaine d'ailleurs. L'autre jour, dans sa causerie à la presse présidentielle, il a dit « Il ne faut pas entrer dans la République du soupçon ». Et manque de bol, hier, une deuxième plainte a été déposée contre Gérald Darmanin. Alors bien évidemment, on ne sait pas de quoi il s'agit, il faut être très prudent, mais cette accumulation finit quand même par faire mauvais genre, et donc on est sur une pente assez dangereuse. Mais les journalistes ne peuvent pas non plus être les garants de l'autoprotection des politiques. Ils doivent trouver le juste milieu, étant entendu que c'est quand même la justice qui tranche. Alors dans votre éditorial, la presse entre opinion et les politiques, vous parlez des Kennedy, dont les frasques sexuelles n'ont pas été trop relevées par la presse de l'époque. Donc les États-Unis ont beaucoup changé en quelques années. Tous les journalistes de la Maison-Blanche savaient ce que faisait Kennedy dans sa piscine, avec des femmes qu'on faisait entrer, sortir quand Jackie Kennedy arrivait, mais personne n'en parlait. Et puis tout ça a volé en éclats. Aujourd'hui, vous avez des sites aux États-Unis, en Californie, qui font le buzz, comme TMZ, etc. Et c'est devenu monnaie courante. Et ça participe de la vie politique dans cette espèce de théâtre permanent.
Jérôme Cordelier, seuls les faits et leurs appréciations par la justice doivent compter, écrit Hubert Coudurier. Évidemment. Je souscris à ce que vient de dire Hubert. On dépasse un petit peu l'heure du soupçon à partir du moment où il y a une plainte qui est instruite, la justice, voilà. Qu'est-ce qu'on dirait si les journalistes n'en parlaient pas, quoi ? On dirait, oui, connivence, collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Donc, effectivement, après, il faut aussi, je suis d'accord avec Hubert, les journalistes n'ont pas à faire de l'autoprotection des politiques, mais les journalistes aussi doivent exercer leur métier en responsabilité publique. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir les informations qu'on donne en pâture à l'opinion publique. Donc il y a aussi, c'est un métier qu'on doit exercer aussi en responsabilité. C'est pas à vous, cher Hubert, que je vais dire ça, puisque vous êtes directeur éditorial et puis quelqu'un. C'est une info du Point d'ailleurs, cette affaire. Oui. La deuxième affaire Darmanin. La deuxième affaire Darmanin, oui. Le point.fr. L'affaire Weinstein a libéré la parole. Pourtant, il n'est pas toujours facile de tracer une frontière exacte entre des tentatives de séduction sans finesse et ce qui relève du viol, qui est un crime. Vous écrivez, Hubert Coudurier. Vous avez vu la tribune de Catherine Deneuve, de Catherine Millet, à quel point elle a suscité une polémique, parce qu'il y a une instrumentalisation de ces affaires, instrumentalisation par des groupes de pression, par les féministes, par les politiques. On a vu Laurent Wauquiez s'emparer de l'affaire Darmanin avant d'être désavoué par un certain nombre de ses collègues des Républicains. Donc c'est très compliqué. Tout le monde essaie d'en tirer parti. Pour des raisons pas toujours louables. Il y a la presse entre l'opinion et les politiques dans son éditorial du Télégramme aujourd'hui. Jérôme Cordelier, on va s'intéresser avec vous au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui est à la une du Point cette semaine avec ce titre, le vice-président. Alors il est aussi à la une d'une partie de la presse quotidienne régionale, on l'a vu dans notre revue de presse il y a un instant, avec ce nouveau bac qui frappe aux neuves en 2021 bien sûr. Oui, c'est la grande médiatisation. Alors on connaît bien Jean-Michel Blanquer, surtout au Point, donc on se méfie toujours de nos tropismes personnels, mais là, il se trouve que le service politique a fait une enquête et la direction a décidé de porter à la une Jean-Michel Blanquer. Pourquoi ? Il faut se poser la question. Je dois dire, je n'ai pas participé à ce dossier, donc je vais essayer de voir de manière objective. Moi, je ne suis pas sûr que vous ayez rendu un grand service, parce que la dernière fois que vous avez qualifié de vice-président un homme politique, c'était François Fillon, c'était sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et on se rappelle que l'Élysée n'avait pas été tout à fait ravi de cette affaire. Vous avez une plus grande mémoire que moi, et puis on n'est pas dans le même cas de figure. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même un phénomène politique qui est en train de se faire sous nos yeux. C'est le ministre le plus populaire du gouvernement. Ce soir, il va faire l'émission politique de France 2. Et on a interviewé les gens qui ont contribué qui participent à cette émission et qui disent que Blanquer, on pourrait faire 3 émissions avec lui. Le rédac-chef dans le Point dit, le rédac-chef de France 2 dit, on pourrait faire 3 émissions avec lui. Est-ce que le Point l'a pas mis dans une position un peu compliquée, Hubert Coudurier ? C'est un titre de presse. En général, l'Élysée n'aime pas beaucoup. C'est un titre de presse. François Hollande n'avait pas tellement apprécié que l'Obs titre à propos de Manuel Valls également le vice-président. Il faut bien reconnaître que Jean-Michel Blanquer navigue très bien depuis sa nomination. Il est sur des sujets qui marquent l'opinion. Il a le sens du timing, le sens de la communication. Alors on verra. Pourtant des sujets explosifs. Il sait parler à l'opinion et du coup il contourne des syndicats qui sont très affaiblis. Et au final, on verra s'il arrive à faire bouger le mammouth. Alors évidemment, le titre, faut le prendre comme il est. C'est un titre de presse, donc le vice-président. Mais c'est vrai qu'il a de l'influence, une certaine influence. Mais pour l'instant, sa grande force, et d'ailleurs, il faut qu'il s'y tienne, et il va s'y tenir, je pense. Il faut qu'il reste dans son couloir. C'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer, il a dédié sa vie à l'éducation. Et ça fait des années qu'il y pense. Il a son plan de bataille et il veut rester dans son couloir. Expliquez à nos téléspectateurs. Vous pensez-vous, Jérôme Cordelier, qu'il a d'autres ambitions Moi, je pense rien du tout, Cyril. Vous savez, je m'occupe des éditions régionales. Il faut qu'il se mette uniquement dans son secteur, vous dites. Et il reste dans son secteur. Déjà, s'il arrive à faire ce qu'il a pour ambition de faire sur l'éducation, ce sera déjà une réussite. S'il est celui qui se maintient le plus, je veux dire, c'est un des sièges les plus explosifs et les plus du gouvernement. Pour l'instant, il maîtrise assez bien l'affaire, le mammouth, comme on disait d'antan. Donc, il a plutôt intérêt à rester dans cette ligne. Et si vous voulez, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a bien préparé son truc. Donc, il reste comme ça. Bon, c'est vrai qu'en même temps, il est en train de prendre dans l'opinion.
Donc c'est pas parce qu'il a été chroniqueur au Point qu'on ne devrait pas en parler. Et au contraire, puisqu'on a attendu... Il y a eu un sondage dans le Figaro hier en disant qu'il était le plus populaire actuellement du gouvernement chez les Français. Donc évidemment, il faut qu'on en parle. Non mais, simple fait, tout se décide par rapport à l'opinion dans nos belles démocraties occidentales. Donc à partir du moment où il est dans le haut du classement comme Nicolas Hulot, il apparaît comme un vice-président. Alors on aurait pu dire la même chose de Nicolas Hulot, mais en fait ça lui donne une position privilégiée pour des hypothèses politiques futures. Mais aujourd'hui, on est déjà en train de regarder la baisse de popularité du président de la République. Donc on est rivé sur ces sondages d'opinion. Non mais le vice-président, c'est un titre. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on qualifie un phénomène politique. Donc on ne va pas mettre le phénomène Blanquer ou... voilà, dans un gouvernement qui est quand même assez largement rempli de représentants de la société civile qui sont de valeurs inégales ou en tout cas qui performent plus ou moins bien. Lui, c'est un de ceux qui marque le mieux. Et puis alors les unes locales du Point, Jérôme Cordier, elles sont alors ça c'est elles sont gourmandes et elles sont glissantes. Voilà, alors donc on fait un spécial... Courchevel, Méribel. Pendant l'été, on fait beaucoup de spéciaux sur des guides gourmands, des bonnes adresses et tout. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on va pas le faire pendant les vacances d'hiver? Et donc voilà, on fait un guide le plus complet possible, 20 pages, avec toutes les bonnes adresses pour ceux qui seront en vacances à Courchevel, Méribel. Et puis voilà, on a été farfouiller un peu les la meilleure fondue. La meilleure fondue. Et puis surtout, bon aussi les bonnes tables, et Dieu sait qu'il y en a à Courchevel et Méribel. Voilà, Courchevel, Méribel, le guide gourmand. Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point, Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme. On vous retrouve pour le débrief de notre invité politique de 8h dans quelques minutes. Annie Genevard, qui est secrétaire générale des Républicains, un nouveau visage chez les Républicains. Elle est également vice-présidente de l'Assemblée nationale. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et aussi dans les départements français d'outre-mer. On regarde ça ensemble, à tout de suite, avec notre invité politique à 8h en direct. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.